Un magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on va parler de bon cinéma, surtout après mon anti-review sur le dernier Marvel, car oui, aujourd'hui on revient sur le dernier film de James Gray, à savoir Armageddon Time, vous savez, ce film que l'émission Quotidien a traité avec une analyse d'une finesse absolue. Armageddon Time, lui c'est un autre genre, c'est un blockbuster de cinéphile. Un blockbuster de cinéphile. Non, désolé, pas compris. Un blockbuster... Non mais attends, un blockbuster, t'es sérieuse Lucienne là ? Un film d'auteur mais à gros moyens. À gros budget, donc 15 millions de dollars, soit donc le même budget que Bienvenue chez les Ch'tis qui avait été tourné dans le Schnorr. Comme à son habitude, hyper bien joué par un casting 5 étoiles. Ok, donc casting 5 étoiles, donc deux gros acteurs, je veux pas savoir comment tu qualifies le casting de Amsterdam, ma petite. Et en même temps très exigeant pour sa durée et ses thèmes. Très exigeant pour sa durée et ses thèmes. Ok, donc 1h55 s'il te plaît. À côté de ça, t'as un Black Panther 2 qui vient de sortir le même jour, 2h40. Oh, t'as maintenant 70% des films qui sortent et qui avoisinent ou dépassent les 1h50. Ah non mais franchement, Quotidien, gardez-la, elle est hyper rigolote celle-ci, à raconter n'importe quoi. Bon, même si c'est pas l'intention de départ. Ah non mais puis je te jure, franchement, grâce à des reviews journalistiques de cette qualité, elle nous donne finalement toute légitimité à pouvoir parler ciné en tant que youtubeur. Bref, revenons à nos moutons pour nous recentrer sur le sujet d'Armageddon Time, qui raconte l'histoire de Paul Graff, un jeune adolescent du Queens, dont la famille est originaire des pays de l'Est, mais une famille qui a réussi à trouver sa place grâce à l'acharnement et à l'assiduité du grand-père de Paul. Donc une aspiration au rêve américain que la famille tente d'inculquer justement au jeune garçon, mais qui malheureusement lui aspire à autre chose, et notamment exaucer son rêve de devenir artiste, ce qui va compliquer un peu les rapports avec ses proches, et plus encore quand le gamin, donc un peu pitre sur les bords, va se lier d'amitié avec Johnny, un jeune afro, au moins aussi rêveur que lui, à une époque où malheureusement le racisme est hélas une affaire du quotidien. Donc un film réalisé par James Gray, mais aussi écrit par lui, et effectivement son film le plus personnel en cela, mais aussi en raison du fait qu'il retrace une partie de sa jeunesse, certes avec quelques libertés, notamment autour du personnage de Paul, qui est censé le représenter il y a 40 ans, à travers donc un drame social d'une sincérité percutante qui ne donne jamais l'impression que les acteurs sont en train de jouer. Ceci étant, quand on maîtrise son sujet, qu'on est un excellent directeur d'acteurs, et que en plus on a de très bons acteurs, la mayonnaise prend forcément. Parce que techniquement, James Gray va pas chercher ici à en mettre plein la vue. On est sur une mise en scène très basique, avec une photographie assez terne, à la texture limite granuleuse des films d'époque, qui ne laisse pas beaucoup de place justement à la contemplation des décors d'antan, si ce n'est, une bande originale qui va venir agrémenter un petit peu tout ça et faire office de compilation de titres majeurs qui ont marqué la jeunesse du réalisateur. Mais non, ici, c'est pas le but. Dans le sens où la priorité de James Gray est plutôt de filmer en plan rapproché afin de capter toute l'essence du jeu de ses acteurs. Que ce soit les gamins, entre Banks Repeta ou même Jalen Webb, qui a presque des airs de Daniel Kaluuya jeune, en passant par Anna Thaoué ou encore les prestations saisissantes de Jeremy Strong ou Anthony Hopkins qui dominent le film. D'ailleurs, Jeremy Strong qui livre une scène mais d'une intensité foudroyante et choquante qui rappelle justement l'éducation beaucoup plus dure et devenue révolue d'une autre époque, surtout face au désemparement de la famille, face au caractère compliqué du gamin. Donc un père poussé à l'extrême malgré toute sa volonté de bienveillance à l'égard des siens et qui va vous faire passer par toutes les cases émotionnelles possibles. Tout ce petit monde évidemment gravite autour de l'histoire de cette jeunesse complexe et compliquée du réalisateur, qui ne se prive pas pour pointer du doigt les problèmes d'époque comme le racisme, l'antisémitisme, puisque la famille de Paul originellement est juive, comme James Gray, l'aspiration à la réussite sociale, l'envie de liberté, et notamment liée à l'atteinte d'un âge critique, puisqu'il s'agit de l'adolescence, et surtout toutes les contradictions qui peuvent exister entre ces divers points que j'ai pu citer lorsqu'ils vont venir s'entrecroiser tout au long de cette plongée familiale, où les adultes tentent justement, comme je disais, de raisonner le jeune Paul sur la situation complexe de son amitié, notamment avec Johnny, et ses impacts. Donc une famille qui cherche à éluder justement la problématique du racisme, comme je le disais, tout en étant consciente de ce que cette exclusion peut provoquer, pour en avoir fait eux-mêmes les frais à travers le judaïsme. D'ailleurs, si James Gray a décidé de baptiser son jeune héros Paul Graff et non James Gray, il offre néanmoins un véritable hommage à ses aïeux, en leur attribuant bien le même nom, à savoir Razorshine. Et d'ailleurs, le film, je trouve qu'il a également une très grande utilité pour ouvrir les consciences, autant chez les parents que chez les enfants, à la compréhension de l'autre, lorsque parfois le dialogue peut s'avérer difficile. Et donc c'est à grand renfort d'émotion, comme je le disais, que James Gray va nous happer, et aussi de bottes d'oignons pour nous tirer des larmes, notamment dans les moments tragiques, souvent liés à la famille.
puisque c'est souvent une thématique récurrente de sa filmographie, à quelques exceptions près, et plus souvent d'ailleurs, ça traitait du lien père-fils mis dans divers contextes. C'était le cas de Ad Astra dans l'espace, pareil pour Lost City of Z dans un cadre un petit peu historique et d'aventure, ou encore La Nuit nous appartient dans un cadre un petit peu polar, mafia, et même The Yard, dans la mesure où l'oncle du héros faisait office de père de substitution. De toute façon, de base, James Gray intègre toujours quelque chose de personnel à ses films, quelque chose qui l'a touché dans sa vie à un moment ou un autre. Sauf que là, effectivement, il décide de parler de lui avec toute la sincérité et l'humilité qu'on lui connaît. C'est aussi pour ça que, outre l'approche technique du bonhomme, je suis un grand amateur, justement, de James Gray et de sa proposition cinématographique. Et évidemment, j'évoquais ce lien père-fils. Ici, il va encore plus loin, puisqu'il évoque aussi le lien grand-père-petit-fils et de son impact lorsque ce lien doit changer. Maintenant, ne vous méprenez pas, ne faites pas comme l'autre Germaine de chez Quotidien qui visiblement n'a pas vu le film pour oser utiliser le terme de blockbuster. Ne vous faites pas duper par l'utilisation du mot Armageddon dans le titre. Alors bien sûr, oui, ce titre a un sens dans le film. D'ailleurs, il en a même plusieurs puisqu'il fait écho à une situation très explicite, mais aussi une situation beaucoup plus subtile, plus métaphorique en rapport justement avec le personnage de Paul. Et c'est sans compter cette fin qui, une fois n'est pas coutume chez James Gray, est sujette à interprétation du spectateur, selon ce qu'il veut imaginer, mais qui en revanche, pour celui qui connaît bien l'histoire de James Gray, sera d'une évidence des plus limpides. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, mais oui, Armageddon Time est une véritable mise à nu de son réalisateur, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, laissant découvrir un aspect forcément moins reluisant de sa jeunesse, mais de l'impact qu'elle aura potentiellement eu sur sa vie actuelle, et à n'en pas douter une œuvre intime, émotionnellement lourde, de par son atmosphère portée sur les épaules d'un casting impliqué comme jamais. Mais un film qui sera beaucoup plus difficilement accessible pour toute personne peu encline à supporter une approche très brute de la réalité, notamment dans un drame. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review, l'anti-review de Black Panther 2 Wakanda Forever. Il fallait trouver Monstres et compagnie, sorti en 2001 et réalisé par Pete Docter. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!